Salut les poolers et bienvenue à l'épisode soutenable ou insoutenable de la semaine, épisode 14 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur animé, la star des 12 travaux insoutenables d'Astérix. De Astérix au pays des soutenables, Guillaume Ciné-Cadeau Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, effectivement. Aujourd'hui, ça va être les 8 travaux. Soutenable et soutenable, on a 8 joueurs. Fait que ça va être les 8 travaux de Corbeau. On va vous donner les gants panne sèche, les gants feu, puis on va tenter de vous livrer le meilleur qui existe en termes de stats de pool de hockey. Fait que très content qu'on parte cet épisode-là. On a quand même, je pense, des bonnes vedettes qui sont en grosse panne sèche ou en gros feu. Fait que on va attaquer ça tout de suite. Effectivement, comme tu l'as dit, on va analyser aujourd'hui 4 joueurs en panne sèche, 4 joueurs qui sont en feu et on va vous dire si leurs bonnes ou moins bonnes performances sont soutenables ou insoutenables. Et aujourd'hui, j'ai sorti mes petites lunettes roses parce que j'aimerais ça que l'on soit un peu positif pour certains des joueurs qu'on va analyser. Et si jamais vous partagez mes lunettes roses, eh bien, allez vous abonner sur nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Allez nous dire c'est qui le joueur que vous aimez en ce moment, celui que vous voyez qui est donc beau, bon et fin. C'est peut-être pas la Saint-Valentin, mais c'est Noël et on espère que le temps des fêtes va vous donner un peu de positif et les petites lunettes roses sur certains joueurs de votre pool cette année. Et pour commencer, on part avec un camarade, le camarade Evgeny Malkin. On commence évidemment avec les joueurs en panne sèche. Evgeny Malkin en ce moment, un peu en panne sèche, mais il tourne autour du point par match. Pour toi, Guillaume, Evgeny Malkin, soutenable ou insoutenable? Qu'est-ce que tu veux savoir, en fait? Est-ce que tu veux savoir si faire un point par match pour Malkin, c'est soutenable ou insoutenable? Ou est-ce que tu veux savoir si sa pente descendante est soutenable ou insoutenable? J'aimerais savoir si tu penses que d'ici la fin de la saison, il peut continuer à être un point par match. Je pense qu'il sera pas loin. Je pense qu'il sera vraiment pas loin. Ouais. Il a commencé vraiment très fort. Ça va pallier à certains défauts, mais quand tu regardes avec un pas de recul ce qui se fait dans les derniers matchs, le nombre de blessés qu'il y a chez les Pingouins aussi, on s'entend là, que Justin Brazeau, pour avoir l'accent de Pittsburgh, Are you sure about that? est blessé, lui qui avait un très très bon début de saison. Bon, son début de saison était insoutenable. N'en demeure pas moins que c'était quand même un joueur qui joue sur le top 6. Ricard Raquel, qui est blessé depuis maintenant 4-5 semaines. Il s'est blessé à la fin du mois d'octobre, devrait revenir dans les 2-3 prochaines semaines. C'est quand même un gros morceau du côté des Pingouins. Ross qui a été blessé dans quelques matchs. Manta qui a été blessé. À un moment donné, je comprends qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaques, les Pingouins, puis ils n'ont pas une grosse profondeur, mais quand ta profondeur est toute blessée, ça va pas bien. Malkin a joué, pour vous donner des joueurs avec qui il a joué récemment, il a joué avec Tommy Novak. On s'entend que c'est pas un grand producteur de points. Il a joué avec Kevin Hayes, un petit peu dans le même moule. Philippe Tomasino, Noël Assiari, Yuna Kopakanen. Who are you? Yuna Moi non Kopanen, plus. ouais, effectivement. Voilà, fait que ça te donne une idée un petit peu des joueurs avec qui il a joué récemment, Malkin. C'est pas avec ces joueurs-là qu'il va produire, mais là, Manta est de retour. Il a recommencé à jouer. Brazeau devrait revenir dans pas trop longtemps. Raquel dans les 2-3 prochaines semaines. On dit de 6 à 8 semaines. Il est blessé, je pense, depuis le 26 ou le 27 octobre. Quelque chose dans ces eaux-là. Fait que ça devrait pas être très, très loin avant qu'il revienne. Et Malkin continue à bien performer malgré tout d'un point de vue statistique. Il tire 2,6 fois par match, ce qui est loin d'être mauvais. Et c'est quand même une moyenne dans les derniers matchs. Il joue en avantage numérique. Son temps de glace est un peu réduit parce que, bon, je veux pas, il a quasiment 40 ans, il a 39 ans. Mais tu sais, il joue quasiment du 17, du 18 minutes de qualité. Il n'y a rien de dangereux à ce niveau-là. Il commence 66% de ses mises en jeu en zone offensive, 35% de passes secondaires. Fait que tu sais, quand tu regardes globalement puis que tu enlèves les séquences de début de saison puis des bonnes et les moins bonnes séquences, puis excusez l'expression, mais tu streamlines ses stats, tu réalises que ce qu'il a en ce moment, c'est très soutenable. Et je crois que Malkin, je ne sais pas s'il va faire 82 points.
il risque de se blesser quelques matchs. Il y a quand même cette Ouais. historique-là. Mais mettons qu'il en joue 70, ça ne me surprendrait pas qu'il en fasse 67, 72, dans ces eaux-là. Ces statistiques démontrent que c'est soutenable de le faire à ce niveau-là. Et il joue encore en avantage numérique avec Sid the Kid. Crosby est encore au sommet de son art. Euh, je pense que Malkin, c'est soutenable 1 point par match-ish d'ici la fin de la saison. Peut-être que ça va être par séquence, peut-être pas. C'est difficile à dire. Il n'y a pas un historique d'être un joueur par séquence, mais bon, peut-être qu'il l'est devenu. Mais reste que il est tout là, le deuxième meilleur camarade de tous les temps, je pense. Gino is back. On espère qu'il va rester au top de sa forme. Il avait fait des saisons de pace d'environ 83 et 84 points il y a 3 et 4 ans. Donc, tu sais, ça reste un gars avec du talent, là. On va pas se le cacher. Il est encore capable de faire des points. Effectivement, malgré les blessures, il a quand même été capable. Il y a eu 3 matchs où ça va moins bien en ce moment, mais à part ces 3 matchs-là, il était très bon. Donc, honnêtement, je suis content que tu me dises qu'il va rester soutenable durant le restant de l'année. Je mets mes lunettes roses pour Malkin. Pour être honnête, ça fait plaisir parce que il y a une portion de moi qui se demande à quel point c'est possible. Mais si je me fie aux stats, ça va être soutenable pour Gino. Et un autre joueur qui est en panne sèche du côté de Seattle, non, ce n'est pas toute l'équipe de Seattle, parce que oui, on aurait pu dire que c'est effectivement tout le Kraken qui ne va pas bien, mais on va analyser Vince Dunn aujourd'hui. Pour toi, la panne sèche de Vince Dunn, c'est soutenable ou insoutenable? Puis j'aimerais t'entendre peut-être aussi rapidement par après sur le Kraken dans son ensemble, tous les joueurs qui ne vont pas bien en ce moment. Mais là, le Kraken a marqué 2 buts à ses 3 derniers matchs. Fait que, tu sais, quand tu dis qu'une équipe est supposée de compter environ 3 buts par match, on est dans un déficit de 7 buts. C'est quand même pas mal de buts qui manquent. Ça, c'est dans les 3 derniers matchs. On s'entend que sur une plus longue période, ça va pas bien pour le Kraken. Joey Decord ne semble plus être capable d'arrêter un ballon de plage depuis qu'il est de retour de blessure. Philippe Grubauer, je pense que j'en ai parlé assez souvent. Là. Je pense que c'est le pire gardien de but de la Ligue. Retourner Pire que Grubauer dans les Montembeault. buts. Come on, il a prouvé qu'il était capable. Stop it. Get some help. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais pour revenir à Vince Dunn, par exemple, c'est insoutenable. C'est-à-dire que la production va revenir, il joue encore en avantage numérique, il tire encore autant, il joue encore autant de minutes, il est encore aussi présent. C'est un fameux Band-Aid boy, mais pour le moment, il a réussi à résister aux blessures. D'un point de vue passe secondaire, on est à du 55 là, pour un défenseur qui joue en avantage numérique. C'est tout à fait raisonnable. Il commence 52 de ses mises en jeu aux zones offensives. Je te name drop juste les stats, là, mais à the end of the day, c'est exactement ce qu'il fait depuis les 3 ou 4 dernières, depuis qu'il est avec le Kraken à tout le moins, les 3 ou 4 dernières saisons, dans lesquelles il y a eu des séquences, dans lesquelles son pacing est entre 50 et 65 points. Fait que son pacing présentement de 44 points est en deçà de ce qu'il devrait avoir. Donc, pour moi, Vince Dunn, c'est un gars qui va rebondir. Du moment que le Kraken va recommencer à marquer quelques buts, c'est sûr qu'il va aller chercher ses points à ce moment-là. C'est ce genre de défenseur-là. Fait que Ouais, le parce que là, Kraken ne marque pas. c'était une bonne séquence que lui non plus ne marquait pas quand même. Là. À part le petit point qu'il y a eu à Dallas le 26 novembre, là, c'était quand même un 6 matchs, 5 matchs là, sans points. Il y a 1 point en 7 matchs. Mais il y a eu un match aussi de 3 points. Moi, j'aime pas ça, des joueurs comme ça qui ont une grosse game de multipoints comme ça. En plus, je trouve que des fois, ça vient un peu affecter, dans le fond, notre perception qu'on a de ces chiffres. Si vous vous attendiez à ce que... Mais c'est ça l'affaire, puis c'est un peu la même chose que sur Yevgeny Malkin, puis tu me diras ce que t'en fais, mais est-ce que sa panne sèche est soutenable ou insoutenable? Non. Mais est-ce que c'est soutenable que c'est un gars maintenant de 44 points cette saison versus des saisons de pacing de 52, 64, 65 dans les 3 dernières années? Est-ce que tu serais content quand même avec un 44 points Non. ou tu Non. te dis Moi, peut-être que je non, l'échangerais? À 44 points, je l'échangerais, mais je pense qu'il va faire plus que ça. Parce que même s'il me OK. fait 3 points dans un match, un défenseur qui fait 3 points dans un match, c'est payant. Tu sais, t'as pas besoin. C'est pas Maxime Chabanov qui va faire, qu'on parlait dans l'épisode précédent, où est-ce qu'il va faire. Non, mais il va faire 8 points en 16 matchs, dont 4 dans un même match. Si Dunn t'en fait 50 dans une saison, puis il y a 2 matchs de 3 points, c'est quand même pas si pire. C'est pas une inquiétude que j'ai à ce niveau-là. C'est aussi un joueur qui joue beaucoup en avantage numérique. Il peut faire 6 points en 6 matchs consécutifs, puis avoir une très, très bonne séquence quand l'avantage numérique devient chaud, là, puis qui va mieux. Fait que
ça m'inquiète pas pour Vince Dunn. Puis quand tu regardes au niveau de ses tirs au filet, il y a toujours un tir par match. Il réussit toujours à aller chercher un tir, à part justement le match du 29 novembre contre les Oilers où est-ce qu'il n'en a pas fait. Mais le reste de la saison, il y a un tir à tous les matchs. Il est productif offensivement. Il crée des chances de marquer pour son équipe à tous les matchs. Les points ne viennent peut-être juste pas, mais ça va revenir. Puis en bas, 50 points, moi, c'est une déception pour Dunn, en termes de rythme, évidemment, là, parce qu'en termes de total, ça n'arrivera pas, mais en haut, c'est un gars, il faut qu'il fasse au moins 50 points, puis encore là, j'aimerais ça qu'il en fasse 55. Moi, c'est mes attentes pour un défenseur offensif de premier avantage numérique. Si tu ne fais pas 55 points, tu ne joues pas au niveau que tu devrais, ou bien tu joues dans une mauvaise équipe comme Vince Dunn. Ouais, c'est ça. C'est ça parfois, Vince Dunn aussi. C'est que s'il avait une meilleure équipe offensivement qui pouvait l'aider autant, ça l'aiderait un petit peu plus. Mais bon, quand même. Ça reste que c'est pas un mauvais joueur. Ne l'échangez pas ou le droppez pas. Ou si vous voulez l'échanger, ça peut-être, on va peut-être en Non, soyez reparler plus tard patient. cette année, mais Soyez soyez un patient. peu patient en attendant. Mais un joueur qui est là, moi, je commence à être un petit peu impatient I'm losing my patience. à savoir si je l'avais dans mon pool, qu'est-ce que j'en ferais. Et on a parlé beaucoup de ses coéquipiers avec les Blues de Saint-Louis, que ce soit un Buchnevich, un Dylan Holloway. On a déjà parlé de Cam Cam Fowler Fowler, aussi. Jordan Mais Bennington. Jordan Bennington est là, évidemment, ben, on arrive à parler plus en profondeur du moins, de Jordan Kyrou, qui est à 14 points en 25 matchs. Il a 1 point à ses 4 derniers. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas des statistiques, je trouve, qui montrent qu'il est vraiment en deçà de ce qu'il devrait être. Il tire un petit peu moins à 2,5 fois par match. Il a 11,1% de réussite sur ses tirs, ce qui est un peu plus bas que sa moyenne de 13,4 dans les 3 dernières années et de 13,5 en carrière, donc quand même assez régulier, vous voyez. Qu'est-ce que t'en fais pour toi? Est-ce que c'est soutenable, dans le fond, sa panne sèche, ou insoutenable? C'est soutenable, la panne sèche avec Carlo. C'est dommage, mais c'est vraiment soutenable. Il n'y a aucune. Même quand tu vas un petit peu plus loin, tu sais, tu parlais des tirs au but et autres, au niveau des passes secondaires, il y a 7 mentions d'aide depuis le début de la saison. Il y en a 4 qui sont des passes secondaires. C'est énorme pour un attaquant. Quand tu regardes de sa moyenne en carrière, il tournerait plus aux alentours d'un 40 d'un 35. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup. Non seulement ça, il commence 63 de ses mises en jeu en zone offensive. Donc, c'est mieux que toutes ses saisons, à l'exception de sa deuxième saison dans la Ligue, il y a 7 ans. Là. Fait que, il y a 6 ans. Fait que c'est pas. Je peux pas m'y fier. Sur son trio, ses coéquipiers marquent un rythme qui est régulier à du 8,8 de tir à 5 contre 5. C'est pas élevé, mais c'est pas non plus du 3 comme on a déjà vu. Il a juste arrêté de tirer au filet. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas s'il est blessé, s'il a été rayé de la formation. Il n'y a pas vraiment eu de changement. C'est une bonne question. Là, on commence à le faire descendre de trio. Là, lui qui joue avec Robert Thomas et il se commence à jouer avec Dylan Holloway qui lui aussi va pas très bien et Braden Shen qui a perdu un petit peu sa touche magique. Euh, non, moi, tu sais, j'ai hésité de le mettre dans l'épisode des Dump and Chase, de dumper Carou, puis je trouvais ça complètement débile de le dire de cette Non. façon-là. Mais Ouais. moi, je m'en débarrasserais. Tu sais, Ouais, mais le il pire, y a c'est qu'il y a aucune personne chance qui qu'il va revienne cette année. t'écouter. Ouais, mais il y a personne qui va C'est ça. t'écouter sur Jordan Kyrou. C'est tough t'en débarrasser dans un échange. T'as comme pas le choix de te dire, ah, il faut que je le garde. T'as pas le choix de perdre ton échange. Ce qui arrive, c'est que c'est un joueur que tu vas perdre ton échange. Tu sais, par exemple, si je prends Dylan Holloway, qui est son partenaire de trio, Holloway a eu une bonne saison l'année dernière. C'est encore un jeune joueur. Puis, il montre plus de signes d'instabilité statistique. Carou, il n'en montre pas. Fait que c'est ça. Regarde, ça va. Je vais peut-être arrêter le sujet tout de suite sur Carou en disant c'est vraiment soutenable. Il n'y a aucune statistique qui démontre qu'il va s'améliorer dans les prochaines semaines. Si c'est le cas, c'est qu'il a commencé à tirer plus au filet et qu'on lui donne vraiment plus de temps de glace. Mais au-delà de ça, c'est une déception. Puis c'est une saison à oublier pour lui, même si on est rendu au 25, 26e match de la saison. Les Blues ont vraiment une mauvaise saison, puis Kyrou fait vraiment partie du problème. Ouais, Voilà. écoute, Thomas a 3 points en 3 matchs. Dylan Holloway, 4 en 5. Je pense que les Blues sont capables de se ressaisir. C'est une équipe qui l'a déjà démontré. Voyons ce qui va arriver. Puis de toute façon, vous pouvez pas faire grand-chose en ce moment, comme on disait avec Jordan Kyrou. Mais on peut parler d'un prochain joueur qui est en panne sèche et lui, ça en est une vraie. C'était un joueur qui était en feu et qu'on vous avait dit que ça allait être insoutenable. Nick Schmaltz avec le mammouth, le mammouth de l'Utah. Mais écoute,
tellement en panne sèche en ce moment. You're on a cold streak. Ça en est triste, ça en est alarmant vraiment. Là. Non, mais là, avec 1 point en ses 9 derniers matchs, Nick Schmaltz, c'est pas juste la panne sèche. Là. Je veux dire, c'est le désert du Sahara. Là. Puis il joue là, du 19 puis du 20 minutes par match. Là. Et on lui donne du temps de jeu en profusion, l'avantage numérique, en way. On savait tous que ça allait ralentir. Là. Oui, c'est ça, tout à Ouais, faut fait. pas Là. se mettre la tête dans le sable. C'était beaucoup trop Puis, auparavant, là, des matchs de 4 points, 2 points, 3 points en très peu de temps. C'est sûr que ça allait redescendre. mais Mais tu là, espères que ça, tu espères, en fait, ou tu t'attends que ça va le faire sur la saison complète, puis qu'il va finir avec le même nombre de points, puis qu'il va avoir eu 2 léthargistes de 5-6 matchs, pas de points, puis que, bon, tu vis avec cette léthargie-là, sachant qu'il te l'a tout donné en début de saison. Je m'attendais pas à un retour le retour du pendule de façon aussi raide, aussi directe. 1 point en 9 matchs quand je suis sur un premier trio d'une équipe offensivement très douée, avec des partenaires de trio qui s'appellent Clayton Keller, J.J. Peterka, bon, il joue avec Barrett Hayton, on repassera, là, mais il joue avec Cooley aussi quand même. C'est inacceptable d'avoir ce type de performance-là. Là, ensuite, je te vois venir savoir si c'est soutenable ou insoutenable. Ah, écoute, je ne le sais pas. Sa chute va continuer. Est-ce qu'il peut vraiment faire pire que les 60 points-ish de 63 points d'année dernière? Ça serait décevant qu'il fasse pire que ça, mais je suis pas prêt à te dire qu'il va faire plus non plus. Fait que en bas de 60 points, ça serait surprenant, à un moment donné, il va finir par arrêter, puis Clayton Keller va finir par lancer sur le bout d'une. Il va y lancer mais dessus, puis ça va rentrer, là. Mais, c'est que mais mais son c'est début ça. de saison était tellement incroyable que tu te dis, OK, mais son nombre de matchs en ce moment où il y a pas de points va bien finir par finir, tu sais, dans le sens où il joue en power play, il marque pas de points. Écoute, en début de saison, il faisait plein de points en power play. C'est un gars dans le passé aussi qui a démontré qu'il était capable de marquer en avantage numérique. Donc, je vais être dans désaccord avec toi. Moi, j'ai comme l'impression que c'est insoutenable sa panne sèche parce que il va revenir Ah à un oui, niveau, absolument. à un niveau un petit peu mieux que ça. Ce ne sera pas le début de la saison. Ce ne sera pas où il en est en ce moment dans les 10 derniers matchs, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se replace Mais avec lui puis si avec tu d'autres prends un joueurs pas chez le de. Mammouth. Là. Un peu comme on a fait avec Malkin. Malkin a fait un peu un début de saison semblable. Si on prend un pas de recul et qu'on regarde ses statistiques au global, son rythme de points en ce moment est à 69 points. Le gars a quand même bien juste 16 de passes secondaires. Là. Fait, il y a de la malchance dans ce qu'il y a C'est ça. actuellement. Il commence 60 de ses mises en jeu en zone offensive, ce qui est très bien. Il joue en avantage numérique, il y a du temps de glace, il joue avec des bons partenaires de trio. Puis là, en ce moment, il y a un pace de 69-70 points. Quand je regarde, puis il tire 2,5 fois par match, qui est son plus haut total en carrière. Puis ce total-là est en progression quasiment depuis le début de sa carrière. Là. C'est quand même impressionnant à ce niveau-là. Fait que quand on regarde ça avec un regard un peu plus large, on se dit, bon, mais son pacing, il fonctionne, il va pouvoir continuer à aller à ce rythme-là. Son pourcentage de tir est à 15 en carrière, sa moyenne est à 13,5. Fait que c'est pas anormal. Là. On est dans des normes et dans des moyennes qui sont acceptables. C'est juste que là, en ce moment, sa descente aux enfers est très, très raide. On ne sait juste pas à quel moment il va arrêter, mais éventuellement, il va refaire ses points, puis il va revenir avec son rythme de 60-65 points d'ici la fin de la saison. On aurait juste aimé que ça soit plus doux comme descente. On va passer maintenant aux joueurs qui sont en feu et à savoir si c'est soutenable ou insoutenable, leur très bonne performance. Et premier joueur qu'on va analyser, un défenseur. Et là, dis-moi qui tu penses que c'est chez les Canucks de Vancouver, qui a marqué le plus de points entre Quinn Hughes et Philip Roenick. Je suis pas très Là, subtil, je sais que Hughes a été blessé, puis je sais que je vais parler de Roenick, fait que je vais te dire Roenick, mais est-ce que Roenick a vraiment plus de points que Quinn Hughes? Non, mais juste dans les 5 derniers matchs. Dans les 5 derniers matchs, dans les 5 derniers matchs, Philippe Roenick a 4 points et Quinn Hughes n'en a seulement que 2. J'ai évité de vous faire l'analyse sur les 7 derniers matchs parce que même si Roenick a 7 points en ses 7 derniers matchs, ben Quinn Hughes avait 3 et 4 points dans son C'est ça, 6e et 7e match. De 4 passes. Mais pour le petit quiz, effectivement, c'est Philip Roenick qui est tout feu, tout flamme avec les Canucks de Vancouver. Pour toi, c'est soutenable ou insoutenable, cette bonne performance? Ben, la bonne performance, elle est insoutenable. Roenick, c'est pas un joueur d'un point par match. Par contre, c'est un retour du balancier à son niveau. Donc, pour moi, ça va être soutenable. Son rythme sur une saison présentement est à 50. Depuis qu'il est à Vancouver, ses rythmes ont été de 49, 44 et 50. 50 c'est dans cette saison. Fait que 49 et 44,
il était pas mal dans le range auquel on s'attendait. Fait que ses bonnes performances récentes l'ont juste ramené à ce niveau-là. C'est donc dire que Ronek joue au niveau de son talent actuellement. C'est très semblable au niveau du temps de jeu, au niveau du pourcentage de tir, au niveau des passes secondaires. Tout est très, très, très au beau fixe pour Philippe Ronek. Donc, moi, je vais dire que c'est soutenable, sa cinquantaine de points. Évidemment, s'il finit à 47, je considère avoir la bonne évaluation. Hobo Fix, c'est pas un des personnages d'Astérix, ça, justement? C'est une blague, évidemment. Mais oui, puis c'est toujours un joueur, écoute, on n'entend jamais parler de ce gars-là dans les analyses de défenseurs qui font 50 points par année. Mais là, il l'a pas fait. Il l'a Mais pas c'est fait pour non ça. plus. Ben, il est pas assez proche dans les dernières années. À sa première saison complète à Vancouver, il en avait fait 48. Il était sur un pace de 44 l'année dernière. Évidemment, il y a eu quand même quelques blessures. Il a jamais joué une saison complète. Seulement sa première à Vancouver où il était pas assez proche à 81. Donc, lui aussi, un Band-Aid boy dans, dans cette catégorie-là. Mais je suis quand même surpris de voir cette qualité-là dans Philippe Ronek, mais forcé d'admettre que c'est un joueur qui en est là maintenant à un pace de 45-50 points par saison. Absolument. C'est comme on pensait au début que c'était une version Wish de Devin Taves. Finalement, Devin Hey. Taves, c'est peut-être la version Wish de Philippe Ronek. C'est peut-être fort, là, mais vous comprenez. Non, mais t'as raison. Hey, Devin Taves affrontait le Canadien cette fin de semaine. Il a marqué son premier but de la saison. Connaît pas une saison incroyable offensivement. T'as raison de dire que Philippe Ronek, honnêtement, je me poserais des Je pense questions. que défensivement, Devin Taves est meilleur, mais je pense que Philippe Ronek C'est pas ça le point. est de loin sous-estimé. C'est particulier parce qu'on a toujours peur de dire « Ah ben, Ronek ne fera pas de points parce que Quinn Hughes est là. » Mais quand on arrive à Devin Taves, on va dire « Ah, mais il va profiter de Ken McCarr. » C'est comme, ben, Philippe Ronek profite de Quinn Hughes. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Puis il profite quand même d'une équipe qui est pas très douée avec des défenseurs offensifs, là. Après Hughes et Ronek, il n'y a pas grand-chose qui peut générer de l'attaque. Tandis que du côté de l'Avalanche, on a des Girard, on a Brent Burns. Donc, je pense que Ronek, dans le déploiement qu'il a en ce moment, dans l'équipe dans laquelle il joue, c'est très soutenable qu'il fasse son 45-50 points. Il va le faire silencieusement, sans... c'est comme mon père dirait sans patate, pas de sauce, pas de patate, pas de sauce. Fait que juste une frite, au final. Mais tu sais, on le verra pas venir, puis il va venir s'incruster sur ton cabaret à côté de tes 2 hot dogs. Ça va faire le travail. Fait que j'ai faim, je Épisode pense. présenté par Valentine aujourd'hui. Si vous nous écoutez, ça va nous faire plaisir. Autrement, prochain joueur qui est en feu, et on en a parlé évidemment dans notre épisode de Dump and Chase de la semaine, épisode 13. Donc, si vous voulez aller nous écouter à cet épisode-là, on parlait des Rangers de New York qui sont, eux, revenus en feu. Et le retour de Vincent Trocheck allait aider les Rangers. Et honnêtement, ça les a aidés sur un moyen temps. Artemi Panarin est en feu. JT Miller aussi est revenu. Mika Zibanejad, ton préféré, celui que tu casses les oreilles à tous tes amis dans ton pool. Vincent Trocheck, lui, est revenu avec justement une performance de 5 points à ses 5 derniers matchs. Il en est à 11 en 13 en ce moment. Il est dans mon pool, donc j'espère que tu vas dire que tu vas encore une fois prendre mes lunettes roses et me dire que sa bonne performance est soutenable. Malheureusement, non. Mais non, mais un nom, je veux dire, un nom un peu gêné. Son pourcentage de tir est à 26%. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas vraiment soutenable. Quand on regarde aussi les différentes statistiques qui jouent un peu moins l'avantage numérique, bon, c'est sûr que la blessure à Fox va peut-être l'aider. Donc, ça, pourquoi j'ai un nom un petit peu plus gêné que d'autres, ça va peut-être lui amener quelques points supplémentaires. Son temps de glace aussi, il jouait plus aux alentours de 20-21 minutes dans les dernières saisons. Là, on est à 19. On s'entend que 19 minutes 30, c'est pas mauvais, mais c'est quand même moins. C'est quand même une régression. Par contre, juste quand même te contredire ici un tout petit peu, par contre, parce que oui, il a connu 2 petits matchs en bas du 20, mais sinon, à part ces 2 matchs où il revenait d'une blessure et de son avant-dernier match contre les Bruins le 28 novembre, il est presque toujours au moins à 20 minutes. Donc, ça, au moins, ça me rassure un tout petit peu, mais j'ai hâte de voir s'il va jouer encore plus en avantage numérique, par contre.
C'est sûr que ça va être un des éléments, mais son pourcentage de tir est un petit peu trop élevé. Il ne faut pas Oui. s'attendre à ce qu'il marque. L'avantage, ce qui joue en sa faveur, par contre, c'est qu'il y a très peu de passes secondaires. Il y a 16 Fait qu'il y a une seule passe Oh. secondaire sur ses 6 mentions d'aide, ce qui est intéressant. Par contre, il commence 46 de ses mises en jeu seulement en zone offensive versus des 55 puis des 56 dans les saisons antérieures. C'est difficile à analyser, c'est-à-dire, bon, mais il va avoir une passe, probablement une passe primaire supplémentaire, mais il va avoir moins de chances de l'accomplir, à moins qu'il joue un avantage numérique. Mais là, présentement, il joue un petit peu moins. S'il joue un avantage numérique, c'est pas lui qui va marquer, il va avoir une passe. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocs Lego qu'on doit monter pour réussir à créer un beau Vincent Trocheck, puis à dire, c'est ça son pace. En ce moment, son pacing est à 70 points. L'année passée, c'était plus 5. Ben, s'il est à 69 cette année, il était 59 l'année dernière. S'il est à 59, 60, je pense que c'est ça les attentes qui sont raisonnables. Parce que ton pourcentage, puis il lance pas beaucoup. Il lance en 1,5 fois par match Ouais, ce qui est très versus peu. Ça, 2,5 c'est fois. rare. En même temps, Il faisait pas ça d'habitude, là. non, mais s'il était blessé, c'est peut-être un Effectivement. résultat d'un match ou deux de moins. Mais c'est comme, il me laisse un peu sur mon appétit. Je trouve que 11 en 13, c'est beaucoup. Si tu me disais qu'il était 9 en 13, je te dirais, bon, on va lui laisser une chance. Mais là, son pace est un petit peu trop élevé. Il y a un rythme un petit peu trop soutenu. Il va avoir un léger ralentissement. La question, c'est quand que ça va arriver. Comparativement à Nick Schmaltz, ça va peut-être se faire sur plusieurs matchs et non pas sur une seule séquence. En 2 jours, c'est terminé. J'aime croire que Trocheck va quand même surfer la vague des Rangers présentement qui, à domicile, ne savent plus jouer, mais qui, à l'étranger, sont la meilleure équipe de la Ligue. Trocheck va quand même profiter de ce mouvement-là des bombardiers du Bronx. Non, ça, c'est les Yankees. C'est les Yankees. Des, Yankee Doodle Dandy, Bronx Bombers. des Rangers pour aller chercher quand même grappiller quelques points. Mais ultimement, sur une saison complète, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse 70 points. Mais je vais être un peu. J'ai de la misère à être complètement en accord avec toi puis complètement en désaccord. C'est parce sûr, que t'as tes lunettes je comprends. roses. Mais j'allais dire, j'ai envie d'avoir mes lunettes roses pour ce joueur-là. Pas juste parce qu'il est dans mon pool de hockey, mais oui, OK, son pourcentage de tir est trop élevé. Effectivement, 1,5, c'est très, très trop peu, surtout qu'il était dans des moyennes, normalement, d'environ 2,5 tirs par match. Ouais. Il frappe, par contre, à 3,85. By the way, si vous avez un pool de catégorie, c'est un des meilleurs joueurs à aller chercher pour ça, surtout qu'il vous donne presque un bloc par match. Pour vrai, ça, c'est une perle. S'il peut juste recommencer à tirer, mais tu l'as dit, en power play, c'est ce qui va venir l'aider. Puis je pense que le fait qu'effectivement, Adam Fox est blessé, mais dans les dernières saisons, c'était lui qui était souvent en power play, jouait près de 3,29 minutes, 3 minutes 29 secondes, excuse-moi, il y a 2 ans en power play, en avantage numérique, et je pense que là qu'il il va revenir, les Rangers vont se replacer avec, et tout va bien. S'il peut juste améliorer son pourcentage de tir et son nombre de tirs par match, honnêtement, je peux croire qu'il est capable d'aller à un 70 points, surtout qu'il en a fait 77 il y a 2 ans. Je suis d'accord avec toi qu'il s'y tire plus, ça se peut qu'il le fasse, mais en ce moment, il l'a pas fait. Puis, Oui, je comprends, si mais tu me demandes, tu me demandes de regarder, est-ce qu'en ce moment, ce qu'il fait, c'est soutenable ou insoutenable? S'il continue comme ça, c'est insoutenable. à terme, ce serait quoi pour toi un bon objectif pour Trocheck à la fin de la saison, qu'en termes de pace, mettons, parce que son 77 était peut-être un peu trop élevé il y a 2 ans. Il était à 59 l'année dernière, 63 il y a 3 ans. Il est peut-être plus là, dans le fond, Trocheck. Un Ouais, 65, absolument. c'est pas en dehors du realm, de l'ordre du possible ou de Non, mais l'impossible. je suis d'accord, mais s'il continue à jouer comme ça, il ne le fera pas. Fait que si tu me demandes, est-ce que je pense qu'il OK. va le faire, c'est une chose, mais si tu me demandes si sa performance actuellement est soutenable ou insoutenable, c'est insoutenable. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il peut s'améliorer? Assurément. Est-ce qu'il nous a déjà prouvé qu'il le fait? Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que quand on regarde le nombre de tirs par match, la fluctuation est quand même très, très forte. Son nombre de mises en jeu en zone offensive a vraiment aussi Ouais, OK. descendu. Je trouve que cette corrélation-là entre tu ne commences plus en zone offensive puis tu ne tires plus au filet est quand même assez simple à faire. Ça me titille la titille, ce qui fait que je pense qu'il va y avoir ce ralentissement-là. Encore faut-il que ce déploiement-là continue de cette façon-là. Mais il y a un nouvel entraîneur, c'est Mike Sullivan maintenant avec les Rangers. Ça se peut qu'on utilise Trocheck d'une autre façon, puis qu'on décide de donner des mises en jeu offensives à JT Miller, à Zibanejad, à Lafrenière, puis Panarin, puis que Trocheck ait ce rôle-là un peu plus... tu sais, Trocheck et JT Miller n'ont pas joué si longtemps ensemble non plus. Fait que il y a peut-être un changement d'utilisation pour Trocheck, mais il est clairement meilleur défensivement que les autres. Fait que garde tes lunettes roses si tu veux,
Moi, ce que je te dis, c'est que OK. je pense qu'il va être plus aux alentours de 60 que de 70. Et maintenant, passons des faux bombardiers du Bronx aux bombardiers de Washington. Jakob Chychrun, un des meilleurs défenseurs de la Ligue en ce moment. Il est au 4e rang des meilleurs marqueurs des défenseurs avec 23 points. Et je dis le bombardier parce que c'est lui qui a le plus de buts chez les défenseurs avec 10 buts. Si vous avez des ligues où les buts pour les défenseurs valent double, premièrement, moi, je n'aime pas ça. Tous les gars avec qui je fais mon pool vont m'entendre et ça fait 2 ans que je dis qu'il faudrait enlever ça, mais c'est très, très, très payant. Pour toi, Jakob Chychrun, soutenable ou insoutenable? Ça va être insoutenable, mais pas dans une mesure drastique, par contre. C'est-à-dire que, oui, son pourcentage de tir est vraiment élevé en ce moment à du 11,5 %. L'année passée, il a quand même fait 11,2. Ben, c'est ça. Mais bon, c'était quand même une Donc, anomalie. Des défenseurs qui tirent en haut de 10 %, c'est très rare. il l'avait Mais fait est-ce que 10 lui, à Phoenix, excuse-moi, en Arizona quand même. C'est un gars qui est capable d'avoir ces anomalies-là, par contre. exact. Fait que, mais oui, il est capable de l'avoir, l'anomalie. Est-ce qu'il est capable de l'avoir 2 fois en 2 ans? C'est peut-être beaucoup, mais il va compter beaucoup de Effectivement. buts. Est-ce qu'il peut finir avec du 9 %? Potentiellement. Tu sais, c'est ça. Mon point, c'est 11, c'est peut-être beaucoup. 9, c'est loin d'être impossible. Il a fait souvent du 7 puis du 8. Il a un très bon tir, puis pour un défenseur, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Ensuite, ce que j'adore de Chychrun, c'est qu'il tire 3,3 fois par match. Pour un défenseur, ben pour un joueur d'avant aussi, c'est beaucoup, mais pour un défenseur, c'est encore plus impressionnant. Il frôle les chiffres des Werenski l'année dernière, où est-ce qu'il a fait justement sa saison de 80 points, des Makar. Ces gars-là tirent vraiment, vraiment beaucoup au filet. Il joue beaucoup. C'est lui qui est devenu le premier défenseur sur l'avantage numérique. Il a devancé John Carson. Remarque que Carson, des fois, ils jouent ensemble. L'avantage numérique de Washington est un peu chaotique à certains niveaux là, dans 2 l'utilisation des joueurs défenseurs, mais périphériques. Ovechkin en haut, c'est quand même spécial là, comme façon de déployer. On le Là. laissait, mais tu sais, je dirais, Protash a été blessé. On a essayé McMichael, ça n'a pas fonctionné. Dylan Strome n'a pas eu un gros début de saison. Je dirais pas. Tom Wilson, il est en avant du filet. Là. Fait, il y a pas. Il y a quand même il y a quand même des pièces qui se bougent du point de vue des Caps. Ensuite, bon, Chychrun, son taux de passe secondaire est très bas à 38 %. Il pourrait aller chercher des points de plus, ce qui est impressionnant. Par contre, le pourcentage de tir de ses coéquipiers sur la patinoire est à 12,8 % à 5 contre 5. C'est Très élevé. très élevé. Mais là, il pourrait aller chercher des passes primaires de plus. Peut-être que le nombre de passes secondaires va réduire, mais il va aller rechercher ces passes primaires-là de l'autre côté. Il y a comme une égalisation qui va se faire dans les prochaines semaines, probablement. Mais ça demeure très intéressant. Fait que si tu me demandes est-ce que Chychrun peut faire 73 points, je vais te dire oui, mais pas dans le. Il va pas faire un but puis une passe à chaque match. Là, dans le sens où il ne va pas venir avec 35 buts, 35 passes. Ça va pas être son gap. Ses points vont se déplacer. C'est juste difficile de savoir de quelle façon ça va le faire. Mais je pense pas que c'est impossible qu'il fasse 70 points. La seule chose, c'est qu'il est souvent un petit peu blessé. Il manque toujours des petits matchs à gauche, à droite. Depuis qu'il est à Washington et Ottawa, dans les 2 dernières saisons, c'est moins pire. Là. Il a joué une saison complète à Ottawa, puis il a fait 74 matchs l'année dernière. Mais tu sais, si 74 matchs, s'il manque une dizaine de parties, il va quand même se faire couper 6-7 points. Ça fait quand même une différence dans un total, dans une fin de saison. Mais écoute, Jacob Chychrun, je suis surpris, mais c'est un joueur vraiment, vraiment phénoménal. Puis je vais faire une parenthèse sur ça l'impacte même la valeur de Cole Hudson à long terme, s'il y en a qui ont des keepers, là, parce qu'il bon point. il va être difficile, très, très difficile à déloger. Il a juste 27 ans, Chychrun. Je pense pas que Cole Hudson va compter des saisons de 10, 20, 30 buts. Je pense pas que ça. Fait que, il va peut-être prendre plus de temps avant d'arriver, parce que Chychrun va être là. Écoute, les Caps, il y en a beaucoup qui ont eu des pèses de régime du côté des Caps cette année en termes de points. C'est pas Jacob Chychrun qui va subir c'est pas lui qui subit les foudres du maître statisticien. Hey, écoute, tellement, là, tu l'as comparé à. Ben, tu l'as comparé. On a parlé de Cale Makar tantôt pour un petit peu le comparer. By the way, Cale Makar a 27 ans aussi. Comme Jakob Chychrun, c'est Ouais. juste que Chychrun est là depuis plus longtemps. C'est pas un gars qu'on s'attend d'habitude en carrière à ce qu'il fasse un 70 points. Il a frôlé le 60 en termes de pace lors de l'année COVID en 2020-2021 avec l'Arizona, 56 lorsqu'il était avec l'Arizona et qu'il avait été transigé justement parce qu'il avait une bonne saison à Ottawa.
Euh, Il n'a jamais eu c'est de bonne équipe. Il n'a jamais joué avec une bonne équipe. Tu sais, Washington n'est pas pas une faux. surpuissance de la Ligue, mais quand tu joues avec les Coyotes de l'Arizona, qui étaient les bons attaquants à l'époque? C'est un très, très jeune Clayton Keller. On Un a Nick parlé de Nick Schmaltz dont Schmaltz. on a parlé. Tu sais, fait que, tu sais, c'est qui les attaquants là, que tu dis, que dans ton puck de coup, tu le mets pas parce que tu sais que il y en a pas. Il y en a pas beaucoup des joueurs de talent. Il a été longtemps derrière Ekman Larsson aussi. Il faut pas oublier qu'Ekman Larsson était un très bon joueur à l'époque Ouais, avec effectivement. Arizona. Il a été blessé à répétition. Je ne dis pas que c'est un joueur de 70 points, du même principe que Zach Werenski n'était pas un défenseur de 80 points. Mais c'est probablement un défenseur d'une bien meilleure qualité que ce à quoi on pouvait s'attendre. L'année dernière, son pace de 52 points était boosté par ses 20 buts. Mais là, on lui a donné le premier avantage numérique. C'est plus John Carson qui est là et il continue à produire. Je lève mon chapeau à Chikrin. C'est vraiment un excellent défenseur. Ça lui a peut-être juste pris quasiment 10 ans à pan out. Mais écoute, Fallait que ce soit avec une bonne c'est. équipe, on l'a toujours dit, puis c'est peut-être ça qui fait la différence. Kyle McCarr, by the way, on parlait de son pourcentage de tir à Chychrun. Kyle McCarr est à du 12, 9 des fois lorsque c'est moins bon et du 11, donc évidemment C'est pas ici. impossible. Donc quand c'est vraiment pas impossible lorsque tu as une bonne bine pour le bombardier de Washington. Et dernier joueur qui est en feu qu'on va analyser, à savoir si c'est soutenable ou insoutenable sa bonne performance, Gabriel Vilardi avec les Jets de Winnipeg. Winnipeg. Je vais être très, très, très intéressé à savoir si tu penses que sa performance, ses bonnes performances sont soutenables ou insoutenables. Lui qui est avec un trio, on le sait, un excellent trio avec Mark Scheifele et Kyle Connor. Je vais te dire, ça va être soutenable la performance à Vilardi. Je veux dire, il tire à du 20 en ce moment, mais toute sa carrière, sa moyenne en carrière est à 18 Nice. What? How? Fait que c'est pas un gars qui est complètement hors rythme. C'est vraiment C'est du impressionnant. Braden Point impressionnant. Le level Braden Point, c'est quand même beaucoup là, du 18 et du 20, mais wow, OK. Absolument. Puis, tu sais, il tire 2,3 fois présentement par match, ce qui est vraiment aussi impressionnant. Pas mauvais. Il joue beaucoup. Il n'y a absolument rien qui ne fonctionne pas du côté de Gabe Vilardi depuis le début de la saison. Il joue sur un premier trio qui est dominant, soyons honnêtes, avec justement avec Scheifele et avec Kyle Connor. Il y a 7 points d'avantage numérique. Tu sais, c'est vraiment... tout est là, je pense, pour Vilardi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, outre le fait que c'est un joueur qui est fréquemment blessé puis qu'il faut faire attention à ses blessures. S'il joue, il va faire des points, il n'y a pas de doute. Passe secondaire un peu élevé quand même à 60 mais tu sais, même dans ce cas-là, que tu y enlèves une passe ou deux, il va rester dans un environ de 70 points par année. Je pense que c'est ça son pace qui est en ce moment. Il est juste régulé à ce qu'il doit être en ce moment. Il est à 294 matchs de jouer. C'est un gars de 6 pieds 3, un gros bonhomme quand même, à 216 livres. Je pense que là, il a trouvé un bon pace avec une bonne équipe, avec un bon trio. Est-ce qu'il est capable d'aller faire plus que 70, 72, puis frôler le point par match pour toi, ou il est vraiment là où il devrait être dans un Je pace pense de pas saison de 72 en ce moment? Je pense qu'un 70, c'est pas mal ce qu'il va faire. Là. Il peut pas vraiment augmenter son nombre de tirs. Il pourrait tirer plus par match, mais il joue avec Kyle Connor et Scheifele. Il faut qu'il redonne la rondelle à des joueurs qui sont plus talentueux que lui aussi. Je pense que pour ce qui est de Vilardi, un pourcentage de réussite au tir de 20 c'est pas mal le maximum que l'élastique peut s'étirer. Il pourrait le faire une fois. Là, je dis pas qu'il pourra pas faire une fois 80 points dans sa carrière. Il a 26 ans, fait qu'il y a encore de la place, mais je pense que son rythme régulier, nos attentes, c'est un rythme de 70 points. Et je pense que des attentes réalistes, c'est un gars de 60 points parce qu'il va être blessé. Fait que si Faites on part attention. avec cette prémisse-là, il n'a jamais fait une saison complète. La saison qui a joué le plus de matchs, c'est l'année dernière à 71. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il se blesse. Mais peut-être qu'il va manquer juste 3-4 matchs, puis ça va être réglé. Là. You never know. C'est ce genre de joueur-là, mais La seule chose que je veux dire, c'est aussi un joueur qui est un tout petit peu par séquence. 3 fois cette année où il a eu 3 matchs avec 0 points. Si jamais là, vous vous sentez qu'à un moment donné, il est peut-être rendu à un 4 matchs, 5 matchs où il n'y a pas de points et qu'il est dans une autre équipe, c'est un autre de vos poolers qui l'a, allez décrocher le téléphone. Je pense que ça vaut la peine. C'est un gars qui a démontré qu'il sort de ses petites séquences après ça. Puis lorsqu'il sort de ses séquences, c'est du 2,
3 points même des fois par match. Il peut vraiment faire un changement sur des petites séquences comme ça. Donc, allez regarder ça, allez l'analyser, le game log, comme on l'appelle en anglais. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Soutenable ou Insoutenable. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous pensez qu'on s'est trompé ou au contraire, vous aussi, vous avez mis vos lunettes roses puis vous espérez que Yevgeny Malkin puis Trocheck soient soutenables puis qu'ils vont bien finir la saison? Ben, allez nous écrire. Excuse-moi. Ben, allez nous écrire sur nos pages de médias sociaux, YouTube, TikTok et Instagram à 100 Poules Podcast, en commentaire, en slidant dans nos DM. Ça va nous faire plaisir de vous lire et on espère sincèrement qu'on vous a aidé à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.